Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Jeudi 22 octobre 2020, 8e jour de campagne électorale en Côte d'Ivoire. Les candidats sillonnent les localités pour convaincre les électeurs. Ils appellent à aller aux urnes ce 31 octobre. Ils engagent aussi les populations à s'inscrire dans la cohésion sociale, gage d'une élection présidentielle apaisée. Un apaisement visé par le gouvernement qui ouvre le dialogue politique. Les partis politiques invités à la table de discussion 2 fois en moins d'une semaine. Mais la plateforme de l'opposition était absente, notamment le FPI et le PDCI. Le dossier politique de ce soir revient sur ces rencontres initiées pour la tenue d'une élection apaisée. La campagne électorale, une belle occasion chez des opérateurs économiques, location de véhicules. Les imprimeurs et autres acteurs de l'événementiel réalisent leur meilleur chiffre d'affaires au cours de cette période. Ces 15 jours d'activité laissent un très bon souvenir indélébile dans les caisses. Et puis en Guinée, de nouveaux résultats partiels de la présidentielle de dimanche annoncés hier soir. La commission électorale a diffusé les chiffres de 26 conscriptions sur 38 au total. Sur le terrain, plusieurs zones sont inaccessibles ce jeudi. La plupart des boutiques sont fermées dans le quartier de Hamdalaï jusqu'au centre-ville de Kaloum. 8e jour de campagne électorale, ce jeudi 22 octobre, les candidats sillonnent les localités pour convaincre les électeurs pour le scrutin de ce 31 octobre 2020. Kouadio Konan Bertin, le candidat indépendant à l'élection présidentielle, poursuit sa campagne. Hier mercredi, il a rencontré les habitants du village de Lobakro, c'est dans la commune de Yamoussoukro, occasion pour le candidat Kakabe d'inviter la population à porter son choix sur lui. Flora Baloguei. La victoire au soir du 31 octobre, il faut y croire. Kouadio Konan Bertin invite les populations à s'inscrire résolument dans le processus électoral en le parachevant dans les urnes. Il s'agit en clair de lui accorder leur suffrage. La constance de ses idées, son programme de gouvernement ambitieux, sont entre autres des arguments qui plaident en sa faveur, assure le candidat indépendant. Par ailleurs, Kakabe n'a pas manqué de dénoncer ce qu'il qualifie de querelle politique à connotation personnelle qui plombe depuis plus de 2 décennies la stabilité de la Côte d'Ivoire. Kouadio Konan Bertin se présente dès lors comme la solution au règlement des maux qui minent notre pays. Notre pays est méconnaissable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Il y a un temps qui arrive où il faut s'asseoir pour réfléchir. Mais où est-ce qu'on va? Et dans ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, il y a quand même des responsables. Et on ne peut pas rester comme ça pour regarder la Côte d'Ivoire sombrer. C'est pour ça que votre fils a décidé de prendre ses responsabilités pour mettre fin à ces pratiques et donner un avenir à nos enfants. Je veux que la Côte d'Ivoire, notre pays, avance. Que la Côte d'Ivoire avance dans la paix, dans la stabilité, pour que demain, nos petits-enfants-là puissent avoir une raison d'être sur ce sol ivoirien. Voilà mon combat. Les gens ne me comprendront pas aujourd'hui, mais ils comprendront demain. Et je prends mon temps pour le faire. Donc ne laissez pas les gens venir vous distraire ici. Que votre enfant, le seul sur qui vous pouvez compter, qu'on vienne vous dire, il est vendu, il est acheté. Personne ne me vend, personne ne m'achète. Et aujourd'hui, j'ai choisi, moi, d'aller à la paix, d'aller à la stabilité et à la protection des vies des Ivoiriens, parce que ce qui me préoccupe, c'est notre avenir. Et d'ajouter que le choix de sa candidature permettra à la Côte d'Ivoire de renouer avec la cohésion sociale, la réconciliation nationale, la prospérité et la redistribution des richesses du pays. Le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin poursuit sa campagne électorale en sensibilisant en faveur d'un scrutin présidentiel apaisé. À l'étape de Lobakro, un village de la commune de Yamoussoukro, Kakabe n'a pas tenu de meeting d'explication, mais a rendu une visite à ses frères et sœurs de la localité, relève-t-il.
Visite qui s'est transformée en regroupement populaire sur la place publique du village. Le candidat du RHDP était à Bengourou aujourd'hui. Alassane Ouattara a rencontré les rois et chefs traditionnels de l'Indénié Douablin, du Moronou et du Sud Comoé. Il s'est aussi entretenu avec les cadres de ces régions. Il appelle à préserver les acquis. Le point avec Ricardo Zama. Convaincu que les premiers missionnaires pour une Côte d'Ivoire meilleure, son slogan de campagne reste incontestablement les gardiens des us et coutumes. Appuyé par les cadres et les élus de chaque localité du pays, Alassane Ouattara maintient son stratagème pour appâter davantage de votants. Subséquemment, c'est avec la couronne d'une Dénian, le roi Bouakwasi III, épaulé par les chefs traditionnels et les ministres des religions, que le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a échangé ce jeudi à Bangourou sur la nécessité de la consolidation des acquis économiques, infrastructurels et de stabilité de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara en est sorti fort satisfait. Je remercie d'abord les rois et chefs traditionnels de l'Indénié Douablin, du Moronou et du Sud Comoé qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir ce matin. Nous venons de terminer une rencontre avec les structures du parti pour préparer l'élection du 31 octobre, car nous voulons faire un coup KO. Donc c'est une très bonne réunion. De Bouaké à Abangourou en passant par Mans, Alassane Ouattara continue de creuser ses sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire. Après la cour royale du Ndénian, place à l'hôtel Indénié, où jeunes, cadres et élus de l'Indénié Douablin, du Sud Comoé et du Moronou attendaient le candidat Alassane Ouattara pour lui témoigner leur attachement indécrottable et leur engagement à l'aider à traduire dans les faits sa nouvelle politique pour une Côte d'Ivoire épanouie. Visiblement satisfait et rassuré par les promesses de sa victoire concupiscente au soir du 31 octobre prochain, Alassane Ouattara a jeté une œillade ironique sur ses adversaires. Qui sont candidats le jour mais pas la nuit pas le jour. On doit essayer de comprendre leur logique. Parce que voici des gens qui rejettent des institutions, la CEI et le Conseil constitutionnel, mais ils sont allés déposer leur dossier. C'est dire qu'en fait, ils n'ont pas d'argument, ils ne se sont pas préparés à ces élections, et ils essaient de nous faire perdre du temps, et les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre. Et nous allons les gagner. Nous allons, avant la fin de l'année, élire les députés de la République. Alors donc, ils ont intérêt à venir vite, parce que non seulement ils seront battus au présidentiel, mais s'ils restent en dehors de la commission électorale, il n'y aura même pas de députés. Alassane Ouattara en course pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire, étape suivante d'Aloa. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, constate la diffusion sur les antennes de la RTI d'un spot annonçant un giga-meeting de soutien des femmes à un candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La diffusion de ce spot induit un déséquilibre dans l'égalité d'accès et le traitement des candidats aux organes officiels de communication audiovisuelle. Pour corriger ce déséquilibre, il est demandé à la RTI d'accorder aux autres candidats à l'élection du président de la République un espace équivalent sans contrepartie financière. C'est fait à Abidjan le 22 octobre 2020 pour la ACA, le président Maître René Bourgoin. Les candidats du PDCI, Henri Konan Bédier et Pascal Afi Nguessan du FPI se sont prononcés sur la déclaration du gouvernement relative à leur participation aux travaux de la CEI. Les deux candidats disent n'avoir jamais formulé au cours de la rencontre avec la délégation ministérielle de la CEDEAO comme demande la restructuration de la CEI avec un poste supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI. Ils demandent à la CEDEAO de continuer à jouer son rôle de facilitation et de médiation.
Un appel au dialogue, mais hier, il n'était pas sur la table des négociations avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les acteurs de la scène politique ivoirienne. La rencontre s'est tenue en présence du commissaire paix et sécurité de la CEDEAO. Le gouvernement entend maintenir sa main tendue pour un scrutin apaisé. Le dossier politique de ce jeudi nous ramène sur les pas de ce processus ouvert en 2016, suspendu puis relancé par le gouvernement sur instruction du chef de l'État depuis le 21 janvier dernier. Alexis Ouedraogo. Ce 21 octobre, à la primature, à la demande de l'opposition, le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO assiste au dialogue politique. Face à lui pourtant, les chaises des principaux partis de l'opposition restent vides. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Un cadre de discussion que le gouvernement affirme avoir toujours été disponible. 21 janvier 2019. Sur instruction du chef de l'État, le dialogue avec les partis politiques sur la réforme de la commission électorale indépendante est rouvert à Abidjan après des échanges suspendus fin 2016. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités d'avoir ouvert le débat. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Des échanges conduits par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, impliquant aussi les acteurs de la société civile. Tout comme les partis politiques, ils disposaient de 2 semaines pour élaborer leurs contributions et les mettre à disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. 11 mars 2019, c'est au tour des partis politiques de l'opposition réunis au sein de la plateforme impulsée par le PDCI de rendre publiques leurs propositions pour la nouvelle commission. Les partis politiques d'opposition disent qu'un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CEI. On n'a qu'à donner ça à la société civile. 1er avril 2019, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État dit sa ferme volonté de voir émerger des discussions en cours, une commission électorale qui gagnerait la confiance des populations. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Les semaines se succèdent, avec au compteur plusieurs rencontres, une dizaine au total. Mais à l'heure de la synthèse des travaux, difficile de se retrouver autour de la table de dialogue. Un certain nombre d'entités politiques, notamment PDS, l'URD et le CDRP, nous ont donc saisis par courrier. Ils souhaitaient que la rencontre de signature puisse être reportée pour leur permettre de s'entendre sur, n'est-ce pas, la signature de ce document, d'abord le parcourir avant de procéder à la signature. Une situation vite dénoncée par les parties prenantes. Ça, c'est un manque de sérieux de la part de nos frères des autres partis politiques. Mais, puisque nous devons aller à la paix, nous allons attendre. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Vous savez que les élections sont pour bientôt en octobre. Il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les situations, au nom de la Côte d'Ivoire, on peut faire des concessions. Et je dis, dites au Premier ministre que moi je salue sa grandeur. Mais le temps court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas en invitant au dialogue. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents.
hors donc PDC et EDS qui sont absents pour des raisons donc, qui leur sont personnelles, mais leurs positions ont été exprimées donc, dans la salle. Et donc les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été donc débattues avec l'ensemble, je dirais, donc, des acteurs. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral, prenant en compte les points d'accord communs, sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral, l'opposition relance le débat sur la commission électorale. Elle lance le boycott du scrutin et demande aussi la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle le 14, puis le 15 et enfin le 17 octobre l'opposition à la table des échanges, mais les chaises restent vides. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Le 21 octobre, en présence des observateurs de la CEDEAO, le gouvernement au terme des échanges annonce de nouvelles prédispositions. Et l'État entend maintenir sa main tendue à l'opposition pour un scrutin apaisé. Dialogue politique de 2016 à 2020, retour sur un processus pour la réforme de la CEI, dossier politique de ce soir. Autre dialogue, les femmes des partis politiques de toutes les tendances confondues se sont retrouvées lors d'un déjeuner. Elles ont échangé sur la vie de la nation à quelques jours de l'élection présidentielle. Initiée par ONU Femmes, cette rencontre avait pour but de contribuer au renforcement du dialogue pour des élections apaisées, d'atténuer les tensions entre les femmes leaders. Elles ont convenu de privilégier la paix, surtout dans ce contexte électoral. Dans l'activité gouvernementale, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé par visioconférence avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Ahmed Bakayoko et Kristalina Georgieva ont parlé de la santé de l'économie ivoirienne. Le chef du gouvernement a témoigné la gratitude de la Côte d'Ivoire au FMI pour l'appui dans la gestion de la crise sanitaire de Covid-19. Il a exprimé l'engagement du président de la République et du gouvernement à travailler à la bonne tenue du cadre macroéconomique. La directrice générale du Fonds monétaire international salue les efforts de la Côte d'Ivoire qui maintient une bonne croissance économique malgré l'impact de la pandémie. Cette pandémie qui n'arrête pas le processus électoral qui suit son cours en Côte d'Ivoire, la CEI rassure sur la transparence et la crédibilité. Un centre des médias et d'information est ouvert à tous. Vous y trouverez toutes les informations sur le déroulement du scrutin. Sidonie Davila. Centre des médias et de l'information, la CEI met les bouchées doubles. Situé dans la commune de Cocody, il se veut un cadre de recherche de l'information électorale. Le Centre des médias et de l'information électorale est né d'un partenariat avec le PNUD, le bureau de l'UNESCO ainsi qu'ONU Femmes et la CEI. Il avait comme but initial de mettre à la disposition des journalistes, des partis politiques, des organisations de la société civile, toutes les informations relatives justement aux élections. Donc ce centre est un lieu justement d'information, mais aussi de formation, de sensibilisation. Le centre propose une gamme d'activités, dont une liée à la promotion du genre. À l'une de ces rencontres régulières, dénommée Meet Up, les femmes apprennent davantage sur le rôle des femmes de médias en période électorale avec Agnès Crédit, journaliste. Des documents et supports vidéo sont disponibles dans cet établissement pour tout visiteur. Indira Domingo, la première responsable, entend promouvoir davantage ce centre ouvert à tous, spécialement aux journalistes. Pour eux, seront installés dans quelques jours une salle de montage et bien d'autres conforts. Ce lieu leur permet justement de pouvoir approfondir justement leurs recherches, comprendre, s'imprégner de la question électorale pour mieux la relayer justement dans leurs articles et surtout informer la population. Par la suite, il est important de les sensibiliser sur leurs responsabilités en tant que journalistes en période électorale. Le Centre des médias et de l'information est un important outil de communication pour la CEI. Son président, Ibrahim Koulibaly Kubière, indiquait en août dernier
que la transparence de l'élection réside dans la bonne information qu'on donne à nos citoyens. La campagne électorale, moment de frénésie dans les différents QG de candidats, mais également chez certains opérateurs économiques. Véritable pain béni pour ces secteurs d'activité qui réalisent le meilleur chiffre d'affaires au cours de cette période. Des imprimeurs, location de véhicules en passant par les entreprises spécialisées dans l'animation ou l'événementiel, ces 15 jours d'activité laissent un souvenir indélébile dans les caisses. Qu'en est-il cette année? Jean-Luc Bangbo est allé à la rencontre de certains opérateurs économiques sur le terrain. Encore une journée chargée pour Mamadou Touré, dit Touré BTS et ses employés. Ce célèbre disquaire qui s'est reconverti dans la location de matériel, de sonorisation et d'animation est beaucoup sollicité en cette période de campagne électorale. Non, on est en train de charger, on arrive là. On a pris un peu de retard, mais on arrive. Avec ses hommes, il s'apprête aujourd'hui à aller animer dans un QG de campagne à Cocody, Angré. On est beaucoup sollicité et on installe sur plusieurs lieux des petits groupes partout. Et tout le monde veut notre soutien pour les accompagner dans cette histoire d'élection. Sur place, Touré BTS n'hésite pas lui-même à mettre la main à la pâte. La question est basse. Surtout quand vous baissez le son, il faut vraiment être bas. Mais ouais, je passe le matin pour voir toutes les installations et puis je leur donne des consignes. Le rapport de voisinage et tout ça. Et surtout que la campagne, dans cette période électorale, il faut être équilibré. Je leur dis, il ne faut pas que les gens soient agressifs. Des installations comme celle-là, Touré BTS en a une vingtaine, la plupart à Abidjan. S'il rechigne à communiquer sur ses gains du moment, l'homme d'affaires reconnaît réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel lors des 15 jours que dure la campagne électorale. Schéma identique chez SFM Bash. Niché au cœur du quartier de la Riviera Abata, c'est de cet entrepôt que partent la plupart des tentes, chapiteaux et podiums pour la campagne. Est-ce que tu es sûr qu'on pourra commencer le montage aujourd'hui? Oui, il y a déjà un premier camion qui est déjà parti. D'accord. Voilà. Là, il y a le podium. Ici, maintenant, c'est le garden. On va mettre les bâches ordinaires. D'accord. Après ça, on mettra les VIP. Fanta Sidibé est la responsable commerciale de cette entreprise fondée par son père il y a un peu plus de 30 ans. C'est elle qui coordonne les nombreuses commandes de clients. Cette année, c'était assez particulier à cause de la crise sanitaire. Donc, les affaires étaient au ralenti. Mais vu que c'est une année aussi où on a la période électorale, dès que la campagne a été lancée, dès que la campagne a commencé à approcher, les affaires se sont relancées rapidement. Franchement, le rythme a augmenté. Par contre, c'est vrai que comparé aux autres années, aux autres périodes électorales, les années précédentes, le rythme est moins effréné parce que justement Covid et aussi parce qu'il y a quelques turbulences. La période électorale est en effet l'une des plus importantes chez SFM Bash. De façon générale, on peut remarquer qu'il y a environ plus de 60% d'augmentation au niveau des commandes. Parce que vraiment la période électorale qui aussi coïncide généralement avec la période des fêtes de fin d'année. Donc vous imaginez, période électorale plus fin d'année, c'est énormément de commandes. Donc voilà, environ 60% de plus que la moyenne. L'effectif de contractuels de cette entreprise peut augmenter de 20% environ en période de campagne électorale. Plusieurs autres secteurs d'activité réalisent le meilleur de leurs recettes au cours de cette période. Ce sont notamment les imprimeurs avec la conception et la réalisation d'affiches et les impressions sur t-shirts et autres gadgets, mais également les loueurs de voitures. Et pour l'ensemble de ces opérateurs économiques, le maître mot reste la neutralité vis-à-vis de ses clients des circonstances, histoire de maintenir l'intégrité de leur business. Prévu se tenir du 30 octobre au 8 novembre prochain, de nouvelles dates pour les congés de Toussaint. Un réaménagement suite à une décision du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans un communiqué en date du 22 octobre, la date avancée d'une semaine. Les congés sont donc désormais fixés au vendredi 23 octobre, c'est-à-dire demain après les cours du soir, au dimanche 8 novembre inclus. Allons dans l'ouest du pays pour voir cette caravane de la paix initiée par le Super Ebony. Serge Koléa et son équipe à Douekoué, ils appellent à des élections apaisées dans cette région du Guémon. La jeunesse est invitée surtout à éviter la violence. Jean-Marc Diadji.
Dieukwé a décidé de tourner le dos à la violence, à l'image du quartier Dieukwé Carrefour, qui a subi de plein fouet les conséquences dramatiques des crises successives en Côte d'Ivoire, notamment en 2011. La ville entend désormais relayer les messages de paix et d'unité. Cette vision nouvelle, les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels l'ont réaffirmé à la faveur de la caravane du Super Ebony pour des élections apaisées. S'il s'agit de paix, s'il s'agit de cohésion, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, nous sommes toujours prêts pour vous accompagner. Que plus jamais Carrefour soit le champ des violences encore. Nous, en tant que leaders, nous faisons notre devoir pour qu'il y ait la paix. Oui, il y a la paix, mais il faut que la jeunesse soit autonome. Dieukwé est en phase avec les objectifs de cette caravane à la grande satisfaction du Super Ebony. Serge Koléa a exhorté la jeunesse communale à se faire porteur de son message dans la région. Nous sommes en campagne pour la Côte d'Ivoire, pas pour un candidat. Nous venons dire à nos parents que nous devons résolument nous engager dans la paix. Il n'y a pas meilleure façon de rendre service à ce pays que de parler de paix. Quand 2 personnes parlent de manifestations violentes, il faut que 10 personnes parlent de paix. Pour le médiateur délégué du Guémon, Blanchard Do, Dieukwé a dit non aux manifestations violentes depuis longtemps. Chers enfants, nous voici à nouveau à la veille des élections. Le monde nous regarde. Plus que jamais, disons non à l'intoxication des réseaux sociaux, non à la manipulation et la violence, car sans la paix, c'est votre avenir qui en dépendrait. Dieukwé vit au rythme de la paix. Les populations s'inscrivent dans une dynamique de développement. Les jeunes, eux, veulent surtout bénéficier des programmes de création d'emplois. Une caravane de la paix du Super Ebony, Serge Koléa, qui continue de sillonner les localités. Dans la région de Lamé, la cohésion sociale est également prônée. Il y a quelques jours, plusieurs villages ont connu des manifestations allant jusqu'à la fermeture de la route internationale de l'Est. Le ministre Joseph Seka Seka, face aux populations, appelle à la paix. Mamadou Kwasi. La finale de ce tournoi de football inter-village a été l'occasion pour le ministre Joseph Seka Seka de revenir sur les actes de violence qui ont émaillé la région de Lamé ces dernières semaines. Il a également parlé de paix et de cohésion aux jeunes du département de Yakasato. Cette compétition a réuni une centaine de jeunes de plusieurs villages et les initiateurs veulent s'appuyer sur le sport, surtout le football, pour prôner la paix, le pardon et le vivre ensemble. Pour la finale tenue dans le village d'Adjamé, dans la sous-préfecture d'Abongwa, c'est un message de cohésion que le parrain de la cérémonie a passé aux jeunes. Le professeur Joseph Seka Seka a invité les jeunes à se détourner des actes de défiance de l'autorité et surtout de violence enregistrés dans la région de Lamé. Je voudrais donc vous inviter à être des enfants, des jeunes modèles, des jeunes respectueux du bien commun, des jeunes respectueux de leurs années, des jeunes qui ont conscience de leur avenir et qui doivent s'inscrire dans la dynamique de développement impulsée par le gouvernement ivoirien. Bientôt, des gens viendront pour vous demander de vous jeter dans la rue pour casser, pour brûler. N'entrez pas dans ces combines, parce que ça ne vous arrange pas. Ceux qui le disent ont leurs enfants en Europe, en train de fréquenter. Après les jeunes, ce sont les chefs traditionnels qui échangent avec le ministre Joseph Seka Seka, par ailleurs vice-président du conseil régional de Lamé. Ici, il s'agit d'inviter les chefs à jouer leur rôle de promoteurs des valeurs de paix, du vivre ensemble, pour éviter à leur département des crises sociales. Un message bien apprécié par les chefs qui se sont engagés à soutenir les initiatives de paix et de cohésion pour le développement de leur terroir. Cette étape de la sous-préfecture d'Abongwa marque le début d'une tournée régionale que le ministre Joseph Seka Seka compte mener pour encourager les populations et surtout les jeunes à promouvoir le dialogue en toutes circonstances. Avec Issa Tchonon-Yeo, on voit la CRDP qui s'engage aussi dans la promotion de la paix. Une caravane pour parler de cohésion sociale aux populations de plusieurs villes, Bonoua, Dabou notamment et Bongwanou. La coalition républicaine pour la défense de la paix veut ainsi contribuer à faire baisser la tension. Les jeunes du PDCI, du FPI,
du RHDP et d'autres partis réunis au sein de la coalition républicaine pour la défense de la paix veulent une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Une tournée de paix est initiée pour aller sensibiliser la population sur la nécessité du vivre ensemble. Chaque moment, chaque jour, chaque instant, il nous faudrait nous investir pour parler de paix, afin de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est par la paix que nous pouvons arriver au développement. C'est par la paix que nous pouvons nous réaliser. Et donc, il n'y a pas de tournée de trop. Je voudrais dire simplement que ce n'est pas parce que je suis PDCIRDA ou bien je suis FPI que mon ami en face, avec qui j'ai grandi, on va se battre, on va s'en découper, on va se tuer. Non, la politique est faite pour pouvoir apporter le développement aux Ivoiriens et non la mort. C'est ce que nous allons expliquer aux gens. Allez-y voter. Si tu ne veux pas voter, tu restes chez toi à la maison. Si tu veux aller voter, tu votes. Mais va voter, donne ta voix que plutôt de donner ta vie. Bonoua, Tabou, Pongwanou, Mbayako, Diokwe et Bangolo sont les villes qui seront visitées par la caravane de la paix de la CRDP. Une caravane qui démarre ce vendredi à Bonoua. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire entame de son côté une caravane. Elle vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le pays. La première étape, c'était à Niamey ce samedi. La jeunesse exhortée à adopter des comportements qui apaisent la situation. Plusieurs fois annoncé, c'est désormais une réalité. Les jeunes Ivoiriens de la diaspora en France ont la possibilité de voir leurs projets financés en Côte d'Ivoire. L'information donnée le mois dernier à Paris, c'était à l'occasion de la cérémonie de remise de chèques à la diaspora ivoirienne touchée par la Covid-19. Chèque connaît. Ils sont jeunes et porteurs de projets. Ces jeunes Ivoiriens de la diaspora touchés par la Covid-19 bénéficient désormais d'appuis financiers pour la réalisation de leurs projets. Ils ont reçu des mails de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France des chèques. Ce fonds d'un montant d'1 million d'euros, soit 650 millions de francs CFA, va servir à la création d'entreprises. On a mis une importance particulière à la formation, d'autant plus que ces jeunes ont besoin d'un accompagnement et d'un suivi, mais aussi d'une évaluation en temps réel à partir de la recevabilité de leur projet, ensuite du plan d'affaires à proposer, ensuite de la transaction financière qui va être faite. Sont concernés par ce fonds les jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans, désirant investir en Côte d'Ivoire pour créer des emplois, avec pour objectif de soutenir et encourager les initiatives de la diaspora en Côte d'Ivoire. Ce programme est un volet de la promotion de l'insertion des jeunes à l'auto-emploi initié par le gouvernement. Le gouvernement a estimé qu'il fallait créer une antenne expérimentale de programme emploi jeune en France et la réussite de ce test allait être étendue à tous les Ivoiriens partout où ils se trouvent dans le monde afin qu'ils puissent retourner chez eux avec des projets qu'ils pourront mettre en place à travers ces appuis. Ce sont des prêts. Il ne s'agit pas de faire des subventions ou de donner de l'argent de façon gratuite. Il faut que nos jeunes et nos concitoyens prennent des risques. Cette première phase de financement va concerner 100 projets portés par des jeunes vivant en France. Occasion pour l'ambassadeur de présenter les conditions pour bénéficier des programmes d'appui économiques, sociaux et culturels. Il a ainsi exhorté les uns et les autres à saisir cette opportunité pour la diaspora ivoirienne dans les autres pays. Parlons justement de la lutte contre la Covid-19. On maintient l'observation des gestes barrières pour arriver à bout de la pandémie. Voici les chiffres de ce jeudi. 27 nouveaux cas de Covid-19 sur 1665 échantillons prélevés, soit 1,6% de cas positifs, 18 guéris et pas de décès. À la date du 22 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 390 cas confirmés, dont 20 088 personnes guéries, 121 décès et 181 cas actifs. Pour la fin de cette maladie, on se mobilise dans la lutte. La famille Gon apporte sa contribution. Elle vient de faire don de 1 million de masques au gouvernement, un geste pour aider à freiner la propagation de la pandémie dans le pays. Astou Touré.
Dramane Gon Coulibaly remet des masques à la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce geste pour honorer une promesse faite par feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, décédé le 8 juillet dernier. Il avait, à titre personnel, initié une opération de commande de masques pour aider les populations ivoiriennes à pouvoir se protéger contre cette épidémie. La famille nous a demandé de venir très respectueusement offrir à travers vous, membres du gouvernement, ministre en charge de la solidarité, 1 million de masques. Pour Mariatou Koné, c'est un don hautement symbolique. En recevant ce don ce matin, c'est une pensée pieuse et affectueuse que j'ai en tant que ministre en charge de la solidarité pour celui qui a tout donné à son pays par sa compétence et par son abnégation au travail. Oui, nous avons perdu un grand homme. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Même après la mort, ce grand homme continue d'être au service de ses compatriotes dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Tout en saluant la mémoire de l'illustre disparu, Mariatou Koné rappelle tout l'intérêt de ce don. Je voudrais dire un grand merci à la famille Gon Coulibaly pour cette contribution importante à la lutte contre un mal pernicieux qui ne fait pas de distinction entre individus, qui ne fait pas de distinction entre classes sociales, qui ne fait pas de distinction entre nations, encore moins entre continents. Ce don s'opère dans la stratégie nationale de riposte que notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait initié lui-même avant de nous quitter. Face à une maladie qui pour le moment n'a pas de remède, les mesures barrières dont le port de masque demeurent les réponses les plus appropriées. Rappelons que la confection de ces masques réutilisables a été confiée à des prestataires nationaux par feu Amadou Gon Coulibaly pour redynamiser ce secteur fortement impacté par la Covid-19. La Covid-19 qui a aussi impacté les médias. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire soulage les entreprises du secteur. Il remet des chèques à 22 d'entre elles, 18 millions de francs CFA au total. Ce geste de solidarité dont nous parle Walter Amadou Ouattara. La présente remise de chèques est un appui exceptionnel d'environ 18 millions de francs CFA octroyé par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir 22 entreprises de presse numérique impactées par la pandémie de la COVID-19. Ce fonds vise à atténuer les conséquences de la maladie sur les entreprises bénéficiaires. À l'effet de soutenir les entreprises de presse par rapport à la COVID, Monsieur le ministre avait promis 200 millions de francs CFA pour les acteurs du secteur des médias. Et donc, c'est ce que nous venons de réaliser à travers le Fonds de soutien au développement de la presse. Donc, ce sont 51 entreprises de presse qui vont bénéficier de cette subvention. Et vous avez également 74 radios privées et non privées qui vont en bénéficier. Lassina Sermé, président du réseau des professionnels de presse en ligne de Côte d'Ivoire, traduit sa gratitude au gouvernement. Un projet de résilience économique qui a été soumis à l'État de Côte d'Ivoire et c'est faisant suite à cette requête du REPRELSI et l'État a jugé bon et opportun de passer par la fêtière qu'est le REPRELSI pour pouvoir dispatcher ce fonds. C'est le lieu pour nous de remercier l'État de Côte d'Ivoire pour son engagement vis-à-vis de l'écosystème de la presse dans son ensemble en Côte d'Ivoire. Les entreprises de presse numérique bénéficiaires perçoivent en ce geste une bouffée d'oxygène pour leur activité. La presse numérique qui connaît beaucoup de difficultés, notamment au niveau de son financement. Donc c'est une aide qui est bienvenue, qui est salutaire, que nous apprécions. Cette remise de chèques s'est tenue au siège du REPRELSI dans la commune d'Adjamé. Créé en 2006, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire est la fêtière des médias numériques ivoiriens. Cette fêtière s'est donnée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire.
Allons dans la Marawi. Karango, village de plus de 15 000 âmes dans la commune de Boisflé, a désormais son établissement sanitaire, un centre de santé urbain avec médecin-chef. Coût de l'infrastructure de premier contact, plus de 150 millions de francs CFA. C'est un don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire et des loteries sœurs des pays membres du Conseil de l'Entente. On va parler de sport dans ce journal. Le ministre Dan Paulin rencontre le mouvement sportif ivoirien. Il salue leur contribution lors de l'inauguration du stade des Bimpe. Salif Ouattara. 75 fédérations sportives et le personnel du ministère des Sports réunis pour un déjeuner de remerciement. Moment fraternel, moment de partage choisi par le ministre Paulin Claude Danho pour faire le point de la saison 2020 fortement perturbée par la Covid-19. Le ministre des Sports a profité de l'occasion pour annoncer à l'auguste assemblée qu'un fonds Covid-19 d'une valeur de 200 millions de francs CFA a été dégagé par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir les associations sportives. Un fonds qui sera réparti sur l'ensemble des fédérations sportives déjà bénéficiaires de la parafiscalité. Plus de solidarité, plus de confiance dans les relations de travail. Tel est le vœu du ministre des Sports qui a annoncé aux fédérations que son cabinet travaille à mettre sur pied le programme national du sport pour la période 2020-2025. Une autre bonne nouvelle pour les mouvements sportifs. 10 autres centres sportifs de proximité, en abrégé Agora, seront construits à l'image de l'Agora de Koumassi, grâce à une aide financière de la France, estimée à 17 milliards de francs CFA. La Covid passe et est en train de passer, grâce à la discipline de tous, grâce aux efforts de tous. Mais l'année 2021 qui s'annonce, l'année sportive, doit être une année de challenge pour nous, parce qu'il y a les Jeux olympiques, mais aussi une année de revitalisation du sport, parce que nous allons avoir de nombreuses infrastructures sportives. Et c'est aussi une année où j'ai engagé le mouvement sportif à faire en sorte que cette année soit une année où les sportifs sont artisans de paix, artisans de cohésion sociale, artisans de fraternité. Le ministre Paulin Claude Danho a exhorté l'ensemble des fédérations sportives à plus de professionnalisme et de rigueur. Objectif, aller à la conquête de nouvelles médailles olympiques et autres grands trophées. Dans le reste de l'actualité en Guinée, la commission électorale a annoncé mercredi soir de nouveaux résultats partiels de la présidentielle de dimanche. Les résultats provisoires au niveau national ne sont pas encore connus. Plusieurs zones sont inaccessibles. Ce jeudi, la plupart des boutiques fermées dans le quartier de Hamdalaï jusqu'au centre-ville de Kaloum. Les entrées sont filtrées par les forces de défense et de sécurité. Ambiance tendue donc, alors que pour l'heure, la commission électorale a diffusé que les chiffres de 26 conscriptions sur 38 au total. Au Liban, pour terminer, après des consultations parlementaires contraignantes menées par le président Michel Aoun, Saadi Hariri a de nouveau été désigné Premier ministre. Il a été choisi par une majorité de 65 députés. Il va devoir s'accorder avec les différentes forces politiques du pays pour former un gouvernement à même de mener les réformes nécessaires pour sortir le pays de la crise. Premier ministre 3 fois, sa dernière expérience s'était achevée par une démission le 29 octobre 2019 sous la pression des mouvements de contestation. Il revient donc aux affaires alors que la rue réclame des nouvelles têtes, un changement total de système depuis des mois. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 23h avec Marine Cognan. Demain 20h, Marie-Laure Goran, le sage dit. C'est celui qui n'a jamais possédé un poulet qui l'abreuve à la rivière.